remercie le professeur Caillé qui est là. Je remercie Nassim, la Ligue des droits de l'homme. Je remercie tous ceux et celles qui sont là présents pour écouter sans témoignage que je vais vous livrer. Un témoignage qui va vous sembler un peu bizarre. C'est un témoignage sur la continuité de l'esclavage. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle de l'esclavage, ils pensent que c'est du passé. C'est fini. Tout ça, c'est dans les années 1800. Alors que ce n'est pas le cas. D'abord, je suis d'origine mauritanienne. Je m'appelle Diko Amoul. Et je suis membre d'une ONG qu'on a créée ici en France, en 2011. On a créé pour non seulement servir d'une sonnette d'alarme par rapport à nos collègues qu'on persécute à l'intérieur du pays, la Mauritanie, qui est la Mauritanie. La Mauritanie se situe entre, à l'est du Mali, à l'ouest du Maroc, au nord l'Algérie et le sud le Sénégal. Donc nous, on est au milieu. C'est une ex-colonie française qui a eu son indépendance, comme tous les pays africains qu'on a donné l'indépendance vers les années 1960. Donc le sujet de l'esclavage, ce n'est pas seulement d'actualité, mais c'est une réalité qui n'a jamais été prise en compte. On parle souvent de la traite négrière transatlantique, on parle très peu de la traite entre Noirs, de la traite entre Noirs et Arabes, de la traite entre Africains. Cette réalité elle a été masquée parce que vers les années 60, ou en tout cas nos premiers leaders qui combattaient pour l'indépendance, ont souvent mis plutôt en avant cette solidarité pour combattre les puissants blancs. Et ils ont oublié les injustices internes. Ils ont oublié les injustices eux-mêmes qu'ils font subir à d'autres personnes qui sont africaines. Donc la Mauritanie, l'esclavage existe, on peut vendre des gens, on peut louer, on peut hériter. D'ailleurs l'esclavage c'est un héritage. Il y a des hommes qui naissent nobles, qui héritent des esclaves, qui ont droit de vie ou de mort, qui les exploitent, qui font d'eux ce qu'ils veulent. Et il y en a des gens qui naissent esclaves et qui meurent esclaves et qui se soumettent naturellement et qui se transmettent de génération en génération cet héritage d'esclavage. Donc la noblesse c'est hérité, l'esclavage c'est hérité aussi. D'où les années 70, nos premiers aînés qui ont été scolarisés, qui sont issus d'une communauté qu'on appelle les Khartoum. Je rappelle, la Mauritanie est habitée par des Arabes, des Berbères, des Khartoum ou des Abd, comme on appelle, des esclaves. Les enfants suisses, c'est les Khartoum, c'est un peu compliqué, mais j'ai apporté ici ce qu'il faut pour ceux et celles qui cherchent à savoir un peu plus. Il y a des Soninké, il y a des Peuls, il y a des Wolofs, il y a aussi des Bambara. Donc c'est un pays multi-ethnique. Et dans chaque ethnie ou dans chaque communauté, il y a souvent, c'est le même système social, c'est le même héritage social, tout ce que vous voulez. À la limite que l'esclavage ne se pratique pas sur l'arabe ni sur le berbère, mais se pratique uniquement sur le noir. Il y a des noirs qui ont des esclaves noirs, il y a des arabes et des berbères qui ont des esclaves noirs. Donc le système il est un petit peu conçu comme ça. On ne sait pas comment ça a été fait. Quand on remonte un petit peu, ou quand on écoute des personnes un peu anciennes, comme on dit, ou âgées, ben ils nous disent que voilà, nous on l'a trouvé comme ça, on a dit. Donc l'esclavage est un fait réel. Ce n'est pas de la fiction. Et les années 70,
nos premiers aînés, nos premiers descendants, on va dire d'esclaves, qui ont eu la chance d'être scolarisés, ils ont assisté à un marché d'esclaves, où on vendait une esclave qu'on nommait Mbaka. On la vendait aux gens chers. Cette vente, ça les a un peu sommés, ça les a révoltés, parce qu'ils ont eu la chance d'apprendre ce qu'on appelle les droits de l'homme, ce qu'on appelle le monde moderne, ou je ne sais pas, le monde un peu civilisé. Ça les a un peu sonnés. Ils ont commencé à sensibiliser les étudiants qui sont d'ascendance arabe, qui sont les victimes de l'esclavage arabo-berbère. Et le premier mouvement qui a été créé, il a vu le jour des années 74. C'est un mouvement d'émancipation qui s'appelait El Hor. El Hor, c'est la liberté. On va essayer de lancer un mouvement pour libérer, en grosso modo, nos parents, nos frères, nos soeurs. Et malheureusement, ce mouvement n'a jamais été reconnu. Et il a toujours été persécuté. Et plus la pression internationale montait, plus le gouvernement mauritanien s'acharnait à arrêter les abolitionnistes et à les mettre en prison. C'est souvent sur des accusations fallacieuses qui n'ont aucun fondement. On vous arrête parce que vous gênez, parce que votre discours gêne, parce que ce que vous dénoncez gêne, et on vous accuse d'autres choses. Mais en réalité, on vous arrête pour vous faire taire. Donc, petit à petit, pour un peu dissoudre, comme on appelle, ou en tout cas freiner le mouvement, l'État mauritanien a vu la première loi en 1981, la première loi qui abolit l'esclavage. Et encore, ce n'est pas une loi, on va dire, c'est juste un circulaire, où il a été décidé que sur l'ensemble du territoire mauritanien, que l'esclavage est interdit à condition que les maîtres soient récompensés. C'est-à-dire qu'on rémunère un maître qui libère un esclave, au lieu qu'on indemnise la victime, mais non, il faut indemniser les maîtres. C'est pour encourager les maîtres à libérer dans la nature, sans encadrement, sans suivi social, sans rien, à encourager les gens à libérer dans la nature. Donc, cela va dans l'idée, en réalité, d'une vieille idée, d'une fausse interprétation de l'islam, qui dit, quand un esclave veut se libérer, il faut se racheter. Il faut discuter avec son maître et pour se racheter. Donc, le prix dépend au maître. En général, si le maître ne veut pas vous libérer, il va vous demander ce que vous ne pouvez jamais payer. Ou en tout cas, il va vous demander des efforts tout au long de votre vie. Donc, vous allez mourir sans avoir pu honorer la demande du maître. Donc, vous mourrez toujours esclave. Et alors, vos enfants hériteront votre statut. Donc, ce premier circulaire n'a pas servi grand-chose, à part enrichir encore les maîtres, parce que le gouvernement donnait de l'argent aux chefs de tribus, aux chefs des communautés, des ethnies, et c'est devenu un fonds de commerce. Donc ça a été aussi mis en place avec le concours des religions, des imams. La lutte continue pour les abolitionnistes, qui sont toujours réprimés, qui sont toujours montrés du doigt comme des satans, comme une intelligence avec l'extérieur, une menace pour l'unité nationale, pour tout ce que vous voulez. Donc en 1995, il y a une nouvelle organisation qui est née, qui s'appelle SOS Esclaves, dont le président est Bokaro Presko. Lui aussi, il faisait parmi les premiers noyaux durs qui a mis en place la première structure de libération des esclaves. Donc cette ONG a aussi subi le même sort que le mouvement El Hor. Ça a poursuivi, il a poursuivi sa lutte jusqu'à ce que son ONG a été reconnue récemment, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est en 2005. Donc en 2008, avant 2008, il y a eu une autre ONG. Nous étions que deux.
Mahmoud Siré, qui a soutenu une thèse en Sciences Po sur l'esclavage et ses difficultés pour l'abolir en Mauritanie. C'est un ancien diplomate. Il a exercé ici en France et il était consul général en Guinée-Bissau au moment où lui aussi il a subi la répression du pouvoir. Donc il a été obligé, contraint de quitter son poste pour venir se réfugier en France. On s'est retrouvé ici, on a créé une organisation, une solidarité d'alarme qu'on a appelée l'association des Haratines de Mauritanie en Europe. Nous appuyons, ça nous tenait à cœur de venir en aide, en appui à ceux qui sont à l'intérieur, qui ne peuvent pas communiquer, qui ne peuvent pas faire leur travail sans être arrêtés, sans être poursuivis, sans être persécutés. Donc nous avons mis cette structure qui a été reconnue par l'État français, et à chaque fois qu'il y a quelque chose, des arrestations, des persécutions, on nous mettait en alerte et nous, on faisait la suite au niveau international, au niveau des ONG, etc. etc. Donc en 2008, il y a une nouvelle forme de lutte. Il y a une nouvelle forme de lutte qui a vu le jour. C'est le mouvement Iran-Mauritanie qui a vu le jour en 2008, dont le président s'appelle Biram Dawlabé. C'est un grand homme, il a fait beaucoup de prison par rapport à ses combats. Il a reçu beaucoup de prix aussi de droits de l'homme, notamment des Nations Unies, en 2013. Donc, Biram Dawlabé, au début, c'est toujours pareil. Pour vous étouffer, on vous arrête sans motif, mais on trouve toujours des motifs en argument pour avancer au niveau de la communauté internationale. Et lorsqu'il a mis le mouvement en place, qu'est-ce qu'il a fait? Il a révolutionné un petit peu la vieille méthode, on va le dire. Le fait de se contenter d'aller voir des journalistes, écrire un article, ou d'aller juste de temps en temps qu'il y ait quelque chose qui apparaît un peu partout, un peu par là, un peu par-ci. Lui, il a dit, puisqu'il y a des lois, puisque la Mauritanie a signé et a ratifié des traités et des conventions internationales, je vais mettre la pression pour que la Mauritanie puisse enfin au moins mettre en application ces traités. Et il a mis la pression. Et cette pression a commencé à payer, puisque en 2007, il y avait eu déjà un président qui avait commencé à légiférer sérieusement, mais pas autant que ça. Il y a une loi, une première fois, une loi qui a vu le jour, une bonne loi, on peut le dire, qui commençait à punir les esclavagistes, qui commençait à dire désormais vraiment, quand on commet l'acte à caractère d'esclavage, on peut risquer la prison, par exemple 2 ans, 3 ans, etc. Donc, avec la pression que Biram Dawlabé a fait, cela a conduit encore à durcir plus les lois. Cela a poussé l'État mauritanien à reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité dans la Constitution mauritanienne. Tout ça, c'est bien beau, c'est bien fait. Le seul problème, c'est que c'est l'application. Les lois ne sont pas appliquées. Les traités et conventions internationales ne sont pas suivis ni appliqués. Les institutions internationales n'ont pas assez de moyens de pression pour que les gens commencent à appliquer. Donc, nous sommes pratiquement livrés, on va dire, livrés à nous-mêmes, au bon vouloir de l'homme politique qui est au pouvoir. Donc, la Mauritanie, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, puisqu'il n'y a eu jamais une lutte franche, il n'y a eu jamais une politique franche pour lutter contre le fléau de l'esclavage, on peut aujourd'hui se procurer un esclave facilement. La Mauritanie fournit même des pays du Golfe en esclaves. Par exemple, il y a 2 ans, il y a eu 200 jeunes filles qu'on a arrêtées, qu'on a découvertes, qui ont été vendues aux Saoudiens, en tant que, on va toujours, entre guillemets, en disant que c'est des bonnes, c'est des travailleurs, mais ce n'est pas du travail, c'est des femmes vendues.
dans les papiers, on va dire que c'est des travailleurs, des travailleuses. Mais une fois sur place, c'est l'esclavage. On vous confisque tout, vous n'avez le droit à rien, on vous met dans un cabanon et vous ne faites que travailler. Vous êtes la première à se lever et vous êtes la dernière à se coucher. Et vous n'avez pas de repos, vous n'avez rien du tout. Il y a un autre aspect aussi très violent de la pratique de l'esclavage. C'est souvent on est confronté à libérer des jeunes filles souvent que les maîtres a violées, son fils l'a violée, comment on appelle, quand on a un hôte, on veut lui montrer qu'on est gentil, on lui prête des jeunes filles esclaves. Donc l'esclave, qu'on soit femme ou homme, d'ailleurs il est préférable pour les maîtres d'avoir des femmes esclaves, plus des femmes esclaves, parce que les femmes esclaves, une fois qu'elles ont des enfants, elles n'ont plus le courage de s'enfuir ou de dénoncer. Et elles acceptent naturellement la condition pour rien que préserver les enfants. Et puis la femme aussi, c'est la femme qui continue à aller à peupler, en grosso modo, le cheptel d'esclaves, des maîtres. Donc on est souvent confronté à la situation à libérer beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, parce que c'est le plus vulnérable. Et malheureusement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de système social. L'État mauritanien investit beaucoup d'argent, mais au lieu que l'argent va pour réellement émanciper les victimes, ça fait l'effet contraire. C'est souvent les puissants, les maîtres qui en bénéficient, tout le financement de l'extérieur, les aides, les ONG que nous avons, elles n'ont jamais été reconnues. Il n'y a qu'une seule ONG qui a été reconnue en Mauritanie pour combattre l'esclavage. Et ça a duré au moins 30 ans de lutte. Il a fallu 30 ans de lutte qu'une ONG qu'on appelle SOS Esclaves Mauritanie, qui est reconnue. Et même pour être reconnue, il faut accepter de s'abaisser à un certain niveau. Et dire que désormais, j'élève le pied, je n'ai plus chercher ni me confronter, ni aller dénoncer. J'attends que les victimes viennent me voir pour que je puisse dénoncer. Alors qu'une victime qui est ignorante, il n'y a pas d'école, ce n'est pas la loi, et c'est rien du tout, elle ne peut pas savoir que déjà sa condition d'esclave n'est pas normale. Donc nous, ce que nous avons cherché, nous l'avons trouvé en IRA Mauritanie. C'est l'initiative de résilience du mouvement abolitionniste, c'est ça, IRA Mauritanie. Donc IRA Mauritanie, qu'est-ce qu'ils font? Et ils parcourent tous les pays, ils partent chercher toutes les victimes d'esclavage, ils les dénoncent, ils les accompagnent devant la police, la gendarmerie, pour porter plainte. Souvent les plaintes ne sont pas prises en charge, mais en tout cas quand même, il y a des plaintes, et même si les plaintes souvent sont aussi déformées, etc., etc. Il y a un autre aspect aussi que je voudrais aborder, c'est celui, quand on combat l'esclavage en Mauritanie, on risque beaucoup. Par exemple, là où je parle, nous avons des militants abolitionnistes en prison. Dénoncer les crimes d'esclavage peut vous coûter jusqu'à 20 ans de prison. Parce que c'est comparable à un acte de terrorisme. Ce n'est pas ce qui pose les bombes ou ce qui appelle à détruire, à faire des attentats qui sont souvent punis. Non, c'est cet homme, cette femme qui dit que cette condition d'esclavage, je ne veux pas, que l'esclavage est un crime contre l'humanité. C'est cet homme-là qu'on va aller chercher pour l'accuser d'atteinte à l'unité nationale. Ça, souvent, c'est la chansonnette qu'on avance, et que la personne est souvent poursuivie pour atteinte à la sécurité d'État. Parce que tout simplement, ça peut créer, je ne sais pas, un mouvement révolutionnaire, je ne sais pas si je crois. Et donc, combattre l'esclavage peut vous coûter jusqu'à 20 ans. Parce que nos collègues, il y en a certains qui ont été libérés, nos collègues, les dernières arrestations, il y en avait qui en ont pris 20 ans de prison. Le minimum, c'était 3 ans.
il a fallu beaucoup de pression, il a fallu beaucoup de mobilisation, il a fallu que des États s'y mêlent pour dire attendez, vous dites que l'esclavage est un crime, comment se fait-il que vous n'arrêtez pas des esclavagistes? Mais le plus souvent, vous êtes confronté à arrêter ceux qui combattent l'esclavage. Donc il y a bien un problème. Cela veut dire que les lois ne sont pas appliquées. Cela veut dire que les lois sont faites pour la consommation extérieure. Donc je termine par là. Le président de notre ONG a édité cette thèse. Vous pouvez voir. C'est l'abolition de l'esclavage en Mauritanie et ses difficultés. Ça, c'est un livre, c'est une thèse qui a été éditée en livre. On peut se procurer partout. Et il a écrit un autre livre, qui vient de sortir d'ailleurs il n'y a pas longtemps, La Mauritanie entre l'esclavage et le racisme. Donc c'est un travail universitaire très très riche, dont beaucoup d'étudiants, de chercheurs maintenant font beaucoup de travail dessus. Et ça peut au moins, même si on ne peut pas aller libérer tout de suite les esclaves, ça donne au moins l'espoir à ceux qui subissent encore l'esclavage d'avoir un peu d'espoir peut-être un jour de retrouver leur liberté. Voilà, je vous remercie.